Bon matin tout le monde, vendredi 25 juillet, voici le recap de l'actualité de la semaine. Ben oui, il s'en est passé des affaires cette semaine. Tout d'abord, le dossier de la fonderie Horn met la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda dans l'embarras. Des entreprises manufacturières ont mis en demeure le gouvernement canadien dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires. Et la ville d'Amos termine avec un surplus d'environ 2 millions de dollars. Bienvenue au recap! Ouais, le dossier de la fonderie Horn, c'est jamais un dossier facile. Ça s'étire depuis plusieurs années, on le sait. C'est un enjeu majeur lors des élections, tout ça. Il y a beaucoup de conflits dans la communauté à Rouyn-Noranda. Les gens s'opposent, les visions, les opinions s'opposent. Et la semaine dernière, la fonderie qui a annoncé qu'il serait pas capable d'atteindre le 3 nanogrammes mètre cube en soi. Bon, ça c'est d'abord. Et d'un autre côté, qui demandait davantage de délai pour atteindre le 15 nanogrammes mètre cube qui était prévu pour 2028. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui se font à la fonderie Horn depuis plusieurs années, depuis 2022, 2024, tout ça, il y a eu beaucoup d'améliorations. Rapidement, ben, la santé publique, elle a dit non, ces demandes-là de délai ne sont pas pertinents, même que la docteure de santé publique par intérim, Dr Mobola Sobanjo, a été quand même très sévère en disant ben c'est encore une autre tentative finalement de repousser les délais puis de pas faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire diminuer les émissions d'arsenic. Dès qu'on a suivi justement la lettre d'appui de la Chambre de commerce où on a peut-être maladroitement, c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire, du moins c'est ce que le vice-président Éric Beaupré a corrigé, mais a carrément mis en doute les décisions de la santé publique. Et là, ça, dans la population, ça n'a pas passé. Donc, de remettre en cause la science, finalement, parce que c'est ce que la santé publique s'appuie, c'est des études scientifiques, c'est un organisme indépendant aussi qui rend des décisions. Et donc là, de mettre en cause finalement l'indépendance et la pertinence de la santé publique, ben ça n'a pas passé dans la population. Il y a d'ailleurs plusieurs entreprises, là, on pense à Horizontail, Centre du Jardin, Lac Pelletier également, qui ont voulu se dissocier de cette prise de position-là de la Chambre de commerce. Pour eux, c'était pas une représentation de la communauté d'affaires, mais bien d'une partie des membres. D'un autre côté, il y a les métallos et le syndicat FIM CSN là, qui représente les gens de la finerie dans Montréal-Est. À peu près 800 emplois, 1200 emplois qui sont représentés. Donc, eux aussi ont appuyé finalement les demandes de la fonderie Horn pour dire, ben oui, on peut se donner un peu plus de temps. Il faut penser aux travailleurs, à ces 800 travailleurs-là qui font vivre la ville de Rouyn-Noranda. Toutes les retombées dans les entreprises indirectes aussi, on remet pas en cause tout ça. On va suivre ce dossier-là dans les prochaines semaines. On va voir qu'est-ce qui va en arriver. La lettre était adressée au premier ministre Legault en personne. On va voir un peu qu'est-ce que le gouvernement va vouloir prendre comme décision suite à ça. Travailleurs étrangers temporaires, ça c'est un dossier important. Dans les dernières années, on a beaucoup mis l'accent sur l'intégration d'employés internationaux dans les entreprises. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires qui est entré en vigueur en septembre 2024. Beaucoup d'entreprises de la région qui en ont bénéficié de ça. Bon, on les voit de plus en plus. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont parmi nous, qui s'intègrent dans notre communauté. Et là, dernièrement, il y a une nouvelle qui est tombée. Donc, le ratio d'employés, travailleurs étrangers temporaires dans les entreprises devait passer de 20% à 10%. Ça met dans le trouble un paquet d'entreprises qui ont investi beaucoup en argent, en temps, pour intégrer ces gens-là dans leur entreprise, souvent plusieurs milliers de dollars. Et là, lors des renouvellements des permis de travail, ben, ça se peut qu'on doive dire à ces gens-là, bye bye, c'est terminé, je peux pas te garder, les nouveaux règlements ne me le permettent pas, donc je te demanderai de retourner chez vous. Et ça, ben, c'est un drame humain, d'abord, c'est certain. Et maintenant, ben là, il y a un paquet d'entreprises au Québec qui réclament plus de 300 millions de dollars suite aux modifications au programme des travailleurs étrangers temporaires. Pour eux, c'est des pertes énormes là, qui vont être engendrées, notamment liées aux embauches qui sont déjà faites, à la formation, à des baisses dans l'économie régionale, donc perte de contrats, tout ça qui vont être engendrées d'ici 2026. Donc, c'est une mise en demeure qui a été faite au président fédéral. On va voir un peu quel impact et comment ça va être reçu. Le gouvernement de François Legault, lui, a réagi cette semaine, donc a demandé à Ottawa d'imposer une clause grand-père pour permettre aux entreprises de l'extérieur de Montréal et de Laval de conserver leurs travailleurs étrangers en temporaire. Donc ça serait certainement une bonne nouvelle si le gouvernement fédéral pouvait
tempéré. Du côté d'Amos, ben, le conseil municipal a procédé au bilan, à la présentation du bilan financier au 31 décembre 2024, un bilan somme toute positif avec un surplus d'un peu plus de 2 millions de dollars. Donc, dans le rapport présenté lors de la séance du conseil municipal lundi dernier, ben, on confirme des revenus totaux de 52,3 millions, soit 2,2 millions de plus que ce qui avait été budgété, puis des dépenses qui s'élèvent à 50,27 millions de dollars, un petit dépassement de 240 000 dollars liés principalement au renouvellement de la convention collective. Les revenus supplémentaires, eux, ben, c'est les services municipaux en augmentation, les ventes de permis, notamment, qui ont été plus nombreux. Comme le maire l'avait expliqué, c'est toujours difficile là, d'avoir exactement comment ça va se passer au niveau des permis. Chaque année est différente. Mais cette année, ce fut une bonne année. Donc, on va prendre une bonne partie de ce surplus-là, 50% pour l'affecter au service de la dette, donc pour remettre un peu la dette à niveau. C'est un souci de rigueur et dans le but d'offrir aux citoyens des finances stables. Donc, 1 million directement dans le remboursement de la dette, l'autre million dans les surplus affectés. L'objectif avec les réserves, ben, c'est de prévoir finalement des coûts qui vont survenir dans les 2-3 prochaines années, des coûts d'entretien notamment. Donc, pour éviter d'être surpris par ça, des dépenses qui ne sont pas récurrentes, ben, d'avoir toujours des sommes dans les réserves pour pas avoir de surprise. Parmi les grandes réalisations en 2024, ben, la Ville a rappelé quand même certains projets importants. Réfection majeure, eau potable et égout, la 2e avenue Est, qui vient tout juste d'être terminée. Ça, c'était tout près de 5 millions d'investissements. Acquisition d'un bâtiment pour le refuge des animaux. Agrandissement du garage de l'aéroport, achat d'une station météo et d'une génératrice. Mise en place du parc industriel JE Terrien. Acquisition de terrains pour de logements sociaux et nouvelles places publiques et plusieurs réalisations, voies actives, équipements de parc, télémétrie, lampadaires, pour un total d'environ 1,75 million de dollars. Cette semaine, s'est complétée la 55e édition du Tour de l'Abitibi, une édition toute particulière parce que pour la première fois, il y avait un tour exclusivement féminin. Donc, il y a une trentaine de coureuses qui se sont disputées les différents maillots lors de 4 étapes. Donc, une décision qui a été évidemment saluée pour toutes les cyclistes féminines. Donc, c'est clair que ça va apporter beaucoup plus de visibilité pour ces jeunes athlètes-là. Du côté du Tour de l'Abitibi masculin, ben, c'est l'équipe française qui a tout raflé finalement. Donc, tous les maillots le 19 juillet dernier qui ont été remportés par l'équipe française. Donc, meneur et sprinteur Gabin Giquet, le grimpeur Paul Harilac et la recrue Alban Picard. Donc, l'équipe française qui a dominé ce Tour de l'Abitibi-là quand même. Donc, plusieurs étapes qui ont été disputées. On nous dit, bon, malgré tout, ça s'est très, très bien passé. Mais évidemment, la météo n'a pas été facile. Beaucoup de pluie, du temps froid, du vent. Mais quand même, les étapes se sont très bien déroulées. Donc, félicitations à toute l'organisation du 55e Tour de l'Abitibi. Ben voilà, tu es à jour sur les principales nouvelles de l'actualité cette semaine. Évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. Là. Si toi, tu as eu des nouvelles qui t'ont marqué, ben écris-les dans les commentaires en bas. Ça fait toujours plaisir de vous lire pour voir qu'est-ce qui vous a marqué, vous autres. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine-là. Je vous invite à nous suivre mediaté.ca, télécharger l'application de Mediaté également pour rien manquer de l'actualité parce que oui, on fait un recap par semaine, mais il y a des articles, il y a de la nouvelle qui sort, il y a de l'actualité qui est communiquée toute la semaine. Vous pouvez me suivre également sur mon compte Instagram à MattProu. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube des Productions AC, les Productions AC, pour des podcasts, des vlogs, toutes sortes de rencontres, des petits reportages en exclusivité. Donc, suivez-nous. Moi, je vous dis bon week-end.